Bonjour à tous, Nicolas Lacroix de la société DMI. On est en présence également de Clément Lemaire. Clément, es-tu là? Oui, bonjour à tous. Donc bienvenue à tout le monde, merci de nous donner un peu de votre temps. On va passer un petit moment ensemble, à peu près 1 heure, peut-être un petit peu moins. L'objectif c'est de vous parler de Windows 10, de la migration de Windows 10. On va vous présenter une offre, ce qu'on appelle un starter kit, qui s'appuie sur un outil aujourd'hui de chez Symantec, Ghost Solution Suite. Le point important dans ce starter kit, c'est vraiment l'optimisation de votre processus de déploiement et de vous apporter une solution simple, rapide, efficace et pas chère. Donc on va essayer d'être très efficace. Et pour vous parler de tout ça, donc je suis en présence de Clément qui s'est présenté tout à l'heure. Donc moi-même, je suis Nicolas Lacroix et je m'occupe de la partie commerciale. Donc je vais animer ce webinaire. Et Clément est consultant sur la partie technique, endpoint management. Donc multi-casquette dans le sens où il intègre aujourd'hui différents outils, on en parlera tout à l'heure, et aujourd'hui il sera votre interlocuteur sur le sujet technique et sur la partie démonstration. Pour vous parler un petit peu de DMI, de qui on est, aujourd'hui on travaille avec Symantec depuis de nombreuses années, quasiment 17 ans maintenant. On est composé d'une équipe d'experts dans le sens où on ne fait que de l'intégration sur les sujets ITAM, ITSM et UEM. Quand je dis intégration, c'est analyse des besoins, intégration de solutions et puis surtout adaptation au contexte, à votre contexte, sur des thématiques comme l'asset management, ITAM, le service management, l'ITSM, et l'UEM qui correspond à la gestion technique des périphériques et l'expérience de l'utilisateur. Donc tout ce qui est lié à ce que l'utilisateur va avoir sur son poste et l'expérience qu'il va pouvoir en tirer. Euh, Aujourd'hui, donc les services qui sont délivrés par DMI, je passe très rapidement là-dessus, hein, mais c'est vente de licences sur les technologies avec qui on a des partenariats, du consulting, de l'expertise, de l'implémentation, etc., etc. On est un partenaire historique de Symantec dans la mesure où Symantec est l'éditeur qui a racheté Altiris en France et DMI est la société qui a accompagné cet éditeur dès son arrivée en France en 2002. Donc aujourd'hui, on est partenaire de Symantec et on va vous parler aujourd'hui d'une technologie Symantec. On est partenaire d'autres éditeurs. Je vous invite à consulter notre site web pour en savoir plus. On a des consultants expérimentés, donc évidemment sur les outils dont on va vous parler aujourd'hui, mais surtout un savoir-faire autour de ces outils. Et puis on a des clients qui nous font confiance. Et les clients que vous voyez en bas ne sont pas les seuls clients de DMI, mais sont les clients, et certains se reconnaîtront aujourd'hui, utilisent déjà les solutions Symantec Ghost Solution Suite, qui est l'outil qui va être sur lequel on va s'appuyer pour vous présenter le Starter Kit dont on va vous parler aujourd'hui et ce process de migration automatisé. Voilà pour la présentation de DMI, je ne passe pas plus de temps là-dessus. Si vous avez des questions, on pourra, c'est vrai que je ne vous ai pas présenté l'organisation de notre webinar, mais on va passer rapidement sur les slides pour aller directement dans la démonstration. Et on se laissera un petit peu de temps à la fin, après la démonstration, pour un jeu de questions-réponses. Donc vous pourrez poser vos questions au travers du chat. Nous, on les abordera, on ne va pas filtrer. Donc si le temps nous permet, on répondra et on essaiera de répondre à toutes vos questions. Très rapidement, Windows 10, on voulait partager ce constat avec vous, enfin en tout cas un certain nombre de points que l'on fait nous comme constat chez les clients, chez les prospects. Et puis l'idée c'est de partager avec vous des solutions et de vous expliquer comment on va répondre à ces problématiques, à ces constats que l'on fait. Donc aujourd'hui, premier constat, premier point, c'est peu de gens au sens informatique et métier ou métier savent ce qu'est le WAS. Alors, le WAS, très simplement, et on y reviendra plus en détail après, c'est Windows as a Service. C'est une nouvelle façon de proposer l'environnement Windows aux clients. Alors, quand je dis aux clients, c'est aux clients de Microsoft, hein, donc que ce soit du particulier de l'entreprise. Et donc, on verra après ce que ça implique et quel est l'impact. Donc, on est directement concerné, hein, c'est vraiment le sujet du jour. On est concerné par cette nouvelle approche proposée par Microsoft. Donc, nous, pour y répondre à ça, dans la mesure où les gens ne sont pas informés, on a deux choses. Un, on va vous informer, c'est le cas aujourd'hui avec ce webinaire. Et puis, la deuxième chose, pour des structures modestes qui n'ont pas un service informatique avec des gens dédiés, des experts sur le déploiement, la masterisation, eh ben, l'objectif de ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est d'automatiser les processus. Une fois qu'ils sont automatisés,
je dirais, il est simple de venir les utiliser. On n'a plus besoin d'experts pour déployer ou pour migrer des postes. C'est l'objectif de notre présentation. C'est de vous dire, voilà, on vous pose quelque chose chez vous. Après, vous n'êtes plus qu'utilisateur et vous n'avez pas besoin d'expertise pour utiliser ce qu'on va vous présenter. Autre constat, les équipes, alors vos équipes, études et métiers ne sont pas sensibilisées à la stratégie Microsoft pour le poste de travail. Vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire là-dedans et quel est le rapport avec la migration Windows 10. Elle est très simple, c'est que le WAS dont on parlait tout à l'heure, on verra que ça a une incidence sur la façon dont on migre et surtout à l'avenir les différentes étapes auxquelles vous allez devoir passer, notamment les migrations successives, les changements de version d'OS de Windows 10. Vous avez certainement déjà entendu parler de build de 16.03, de 17.09, etc., etc. Eh ben, il va falloir que l'on fasse ces migrations à intervalles réguliers. Et aujourd'hui, dans les entreprises, les équipes qui s'occupent des applicatifs pour le business, pour le métier, ne sont pas sensibilisées, ne savent pas forcément ce que Microsoft nous a concocté. Et donc, du coup, dans la stratégie de développement des applicatifs internes, il faut prendre en considération ces évolutions régulières de systèmes d'exploitation. Et donc, dans ce cadre-là, vous avez un axe sur lequel il faut que vous travaillez, il faut que vous puissiez, en avance de phase, avant de mettre en production une nouvelle version de Windows 10, pouvoir mettre à disposition rapidement, facilement, des postes en ce qu'on appelle en preview, en Windows 10 preview, c'est l'équivalent d'une Windows 10 bêta, puisqu'il y en a tous les jours des nouvelles qui sortent chez Microsoft, puissiez mettre simplement et rapidement au travers d'un outil des versions de Windows 10 auprès des équipes de développeurs, de façon à ce qu'ils puissent tester les applicatifs et les développements qu'ils font sur ces versions de Windows 10 que vous mettrez quelques semaines ou quelques mois plus tard en production. C'est de l'anticipation. Donc on a, nous, grâce à ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, la capacité de fournir quelque chose d'automatisé pour mettre à disposition ces machines et ces nouvelles versions d'OS. Autre constat, c'est que les directions générales, vos directions générales, exigent que l'informatique redevienne au service du business. C'est vrai qu'on a des choses qui nous collent à la peau, c'est un peu cette image d'informaticien dans son coin qui fait des choses mais personne ne sait vraiment ce qu'il fait. Voilà, donc les directions générales veulent des résultats, veulent qu'on soit au chevet des utilisateurs et qu'on leur apporte de nouveaux services. Donc pour ce faire, eh ben, les équipes informatiques, elles ne grandissent pas, bien au contraire, elles ont plutôt tendance à se réduire. Donc derrière, nous, ce qu'on va vous apporter comme solution, grâce à l'automatisation des processus de migration et de déploiement, c'est de libérer les équipes, vos équipes d'actions techniques qui n'ont pas d'intérêt. Aujourd'hui, il y a très peu d'intérêt dans le fait qu'un de vos ingénieurs, qu'une personne qui s'occupe d'informatique chez vous passe des jours et des jours à installer ou à migrer à la main des postes de travail. Donc l'idée, c'est d'automatiser tout ça et du coup de libérer du temps aux personnes. À nouveau un constat, l'augmentation du temps d'indisponibilité des postes à cause du WAS est une réalité. Alors pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, le WAS, ça signifie, on le verra un peu plus en détail dans la démonstration de Clément, ça signifie qu'on a des mises à jour qui vont venir se faire régulièrement, des mises à jour du système d'exploitation complet. Sans dévoiler la suite, c'est à peu près tous les 6 mois, on va devoir faire une montée de version du système d'exploitation. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque montée de version, on réinstalle complètement un système d'exploitation. Et donc vous savez par expérience que le temps d'installation d'un système d'exploitation peut être long, voire très long en fonction du matériel, en fonction du réseau, en fonction d'un certain nombre de critères, des applicatifs installés sur le poste. Et ben, ce temps d'indisponibilité, dans la mesure où on va faire des migrations successives et régulières dans le temps, et ben, il va augmenter puisque vos utilisateurs, on va devoir leur imposer ces montées de version si on veut continuer à sécuriser votre informatique au sens global, on est obligé de passer par là. Et donc du coup, nous, l'approche, c'est, en tout cas que l'on vous propose de mettre en place, c'est d'automatiser et de planifier les actions techniques en l'absence des utilisateurs. L'objectif, c'est pas de faire venir tous les informaticiens la nuit pour migrer les postes. C'est d'être capable de s'appuyer sur un outil, une technologie qui nous permette de planifier des actions. Une fois qu'elles sont maîtrisées, on les planifie, elles se déroulent toutes seules. Et pendant que vous serez en train de prendre l'apéro avec vos amis, et ben, vos outils et vos process tourneront de façon automatisée. Et le matin, quand vous arriverez, vous n'aurez plus qu'à regarder, éventuellement faire des actions correctives et surtout informer l'utilisateur que son poste il est disponible. Enfin, dernier constat, l'impact réseau
d'une mise à jour Windows est très important. Donc en effet, je l'ai évoqué tout à l'heure, les mises à jour successives, on va parler de montée de build, ces mises à jour, elles sont conséquentes. En termes de volumétrie, on va parler de 3, 4, 5 gigas de données à distribuer sur chaque poste à chaque montée de build. Vous imaginez, voilà, vous avez 100 postes sur votre réseau, même si vous êtes en réseau local, eh ben, tous les 6 mois, vous devez redistribuer 5 gigas sur l'intégralité de vos postes. Donc, encore une fois, si on automatise et si on maîtrise le process, on va être capable déjà d'automatiser, mais surtout de séparer les phases de téléchargement des sources des phases d'installation et de mise à jour sur le poste. Ça veut dire qu'on va pouvoir planifier des choses et puis surtout séquencer nos déploiements, ne pas faire tous les postes en même temps, ne pas monopoliser le réseau sur des heures critiques pour vous. Voilà. Donc tout ça, c'est grâce à ce qu'on va vous présenter aujourd'hui qu'on va corriger ou en tout cas apporter des solutions à ce constat. On en fait d'autres et on va donc continuer notre liste. Après, je vous rassure, on va vite passer à la démonstration. On va pas vous faire que du slide, mais ces points sont importants aussi pour comprendre les problématiques auxquelles on répond hein, avec l'approche, avec le starter kit et avec GSS. Aujourd'hui, je pense que vous avez tous été confrontés à la problématique de l'indisponibilité des matériels en Windows 7 et le fait que vous appeliez votre grossiste, votre constructeur directement, vous avez un accord avec HP, avec Dell, peu importe, ils ont tous la même problématique, puisque c'est une problématique de construction et de matériel et notamment de compatibilité liée aux dernières générations de processeurs. On ne peut plus installer de Windows 7 sur du matériel de dernière génération, on est obligé de mettre du Windows 10. Et c'est pas juste une parole en l'air, c'est une contrainte technique, technologique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de stock de matériel Windows 7, vous êtes obligé d'installer Windows 10 et c'est des choses sur lesquelles vous êtes déjà contraint, je pense, pour la plupart d'entre vous. Et pour ceux qui sont encore, qui ont la majorité de leur parc en Windows 7, eh ben, je pense que votre stock de matériel, il va diminuer puisque même si vous faites de la récupération, à un moment donné, il va falloir acheter du nouveau matériel. Et là on arrive vraiment on est au bord du précipice et il faut y aller maintenant, il faut lancer cette migration et ces déploiements Windows 10. Donc nous, comment on va vous répondre hein, par rapport à ça, c'est de mettre en place un process automatisé et puis d'aller vite. Voilà, vous l'avez vu, hein, c'est l'accroche de notre webinar, hein, c'est d'aller vite, c'est d'y aller à moindre coût et de façon tout automatisée. On va vous le montrer après, mais on va essayer de répondre à cette problématique. Un dernier, encore 3 derniers points de constat et après je passe la main à Clément. Les coûts liés au déploiement de postes et leur mise à jour vont exploser. Le terme il peut paraître fort, mais c'est vrai, hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec les mises à jour successives, et ben là où vous faisiez il y a quelques années une migration d'un Windows XP à un Windows 7 tous les 5 ans à peu près, hein, on avait une migration d'OS majeur en moyenne, voire même plus, hein, 10 ans parfois pour certains. Aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, c'est tous les 6 mois. On verra, hein, Clément a une petite animation à vous montrer. Ce sera tous les 6 mois au mieux, tous les 18 mois au pire. Donc ça veut dire que tous les ans et demi, il va falloir que vous fassiez des montées de version de votre parc. Et pour ce faire, soit des ressources humaines, soit des solutions technologiques, mais tout ça, ça a un coût. Et donc c'est pour ça qu'on peut dire aujourd'hui, on peut constater que les coûts liés au déploiement de postes et de leur mise à jour, n'oublions pas, hein, mise à jour de Windows 10 vers Windows 10, vont exploser dans les années à venir et ça a commencé tout de suite. Hein. Point complémentaire, constat complémentaire, vous avez besoin aujourd'hui d'un technicien hautement qualifié pour déployer vos postes. Donc soit certains d'entre vous le font encore, je dirais, à la main en passant sur chaque poste. Et donc là, on ne va pas parler forcément de haute qualification, mais on va parler de temps très important. Et donc derrière le temps, c'est de l'argent, à part si vous avez énormément de ressources et que vous ne payez pas très cher ces ressources. Et donc du coup ça vous coûte pas cher, ce dont je doute. Dans tous les cas, si vous voulez un tant soit peu automatisé, tester ces montées de version, ne pas impacter trop vos utilisateurs, eh ben, il vous faut des personnes qualifiées, hautement qualifiées en provisioning, en déploiement. Et donc, que ce soit pour la préparation ou le déploiement, nous l'objectif avec la solution qu'on va vous proposer, c'est de vous simplifier la vie, de réduire les coûts en automatisant encore une fois et en vous mettant à disposition une solution qui va
fonctionner, on va la valider ensemble dans le cadre de ce starter kit dans votre contexte. Après, vous n'aurez plus qu'à l'utiliser. Vous n'avez plus besoin de mettre des techniciens très qualifiés. Ils ont une petite procédure, ils suivent, ils ont des écrans simplifiés, vous verrez, et du coup, c'est relativement simple. Vous n'avez plus besoin de prendre des ingénieurs qui ont bac+5 pour faire du déploiement de poste. Enfin, un dernier point. Alors, ça va peut-être pas vous plaire, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, on a tendance à materner les utilisateurs. C'est historique, hein, c'est lié aux contraintes de sécurité sur les postes, à la réduction des droits d'administration, le fait que dans la démarche, on a toujours voulu amener l'utilisateur à appeler la hotline quand il avait un besoin. Ça, c'était voilà, il y a 10-15 ans, c'est comme ça qu'on voyait l'informatique. On est en train de changer. Vous le voyez avec vos smartphones, vous le voyez à la maison, vous le voyez dans votre relation avec vos fournisseurs, que ce soit fournisseurs d'accès ou autres, de téléphonie mobile. On vous, on vous on vous oblige un petit peu à vous débrouiller tout seul, à aller voir dans des bases de connaissances, à vous aller discuter en mode chat sur un site web, essayer d'appeler une hotline d'un opérateur de téléphonie, ça devient très compliqué. Et donc aujourd'hui, l'informatique dans l'entreprise, elle doit évoluer, donc ça passe au travers des outils de service desk évidemment, mais en tout cas, nous on considère sur ce sujet Windows 10 qu'une équipe informatique qui est efficace, c'est une équipe dont on ignore l'existence. Vous devez être totalement transparent, vos actions doivent être transparentes, vos utilisateurs, une migration réussie, c'est un utilisateur qui s'est presque rendu compte de rien, qui n'a pas eu besoin de contacter l'informatique et à qui on donne de l'autonomie. L'utilisateur, plus il sera autonome, plus il sera satisfait, s'il a des services qui répondent à ses besoins, évidemment. Et donc par rapport à ça, et là je finirai là-dessus, au-delà du starter kit dont on vous parle aujourd'hui, sachez que les solutions dont on vous parle, elles embarquent aussi d'autres fonctionnalités, ce qu'on appelle des add-ons, notamment la capacité de faire du libre service logiciel pour que l'utilisateur s'installe lui-même ses applications avec ou sans approbation. Et puis on va pouvoir donner la possibilité à un utilisateur de lancer lui-même sa migration vers Windows 10 avec un bouton, tout simplement. Donc ça, on va au-delà du starter kit, hein, mais sachez que c'est possible. Donc voilà, sur ma présentation, j'ai beaucoup parlé, mais l'objectif, c'était vraiment de planter le décor. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, vous expliquer ce qu'est le starter kit, en quoi ça consiste, à quelle problématique ça répond et comment ça fonctionne. Et du coup, je vais passer la main à Clément, qui va nous expliquer déjà dans un premier temps un tout petit vernis sur le WAS de façon graphique, et puis après, il nous fera sa démonstration. Clément, tu es toujours là? Je suis là, je suis là. Alors bonjour à ceux qui nous ont rejoints, qui n'ont pas démarré la présentation. Donc pour rappel, moi je suis Clément Lemaire, consultant technique chez DMI, autour de la partie Endpoint Management. Rapidement, un petit slide. Alors Nicolas, on a beaucoup parlé du WAS. On a préféré vous mettre aussi un petit slide un peu plus visuel pour vous expliquer vraiment ce que c'est. Voilà. Donc le WAS, c'est nouveau avec Windows 10. C'est arrivé avec les premières versions de Windows 10. Il faut se dire que Windows 10 est sorti en 2015. Hein, ça date pas d'hier. Et la nouveauté majeure qui est arrivée avec Windows 10, c'est le fait que Microsoft nous a annoncé que c'était le dernier OS. Il n'y aurait plus de Windows 11. Alors ça, pour l'instant, on n'en sait rien, mais c'est ce qui a été annoncé. Et que Microsoft allait faire évoluer son OS, donc allait faire évoluer Windows 10 régulièrement pour nous faire bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Donc comment ça s'articule tout ça? Microsoft est parti du principe de publier 2 fois par an une nouvelle version, une nouvelle release de Windows 10. Donc pour les différencier, c'est pas compliqué. Elles ont tout un numéro et le numéro il est facile à retenir. Il se compose de 4 chiffres. Les 2 premiers chiffres correspondent à l'année de sortie et les 2 suivants correspondent au mois de sortie. Donc en gros, Microsoft nous dit que chaque année au mois de mars et au mois de septembre, alors en réalité c'est plutôt au mois d'avril voire mai et au mois d'octobre, il nous publie une nouvelle release. Et donc voilà, là c'est le petit schéma qui nous présente les différentes successions de releases jusqu'à aujourd'hui, parce que la 19.03 n'est pas encore sortie. Mais à l'heure actuelle, voilà à quoi ça ressemble. Ce qu'il faut savoir, et une des choses les plus importantes, c'est que chaque release Windows 10 a une fin de vie. Elle a une durée de vie limitée. Alors vous allez me dire, bon, c'est pas très grave. Sauf que si, c'est quand même assez grave, parce que si vous continuez avec la release alors qu'elle est en fin de vie, qu'elle n'est plus supportée, vous n'allez plus pouvoir bénéficier de correctifs de sécurité. Autrement dit, tous les patchs, les correctifs ne seront plus disponibles pour cette version.
Donc il est très important d'anticiper ça et de prévoir des migrations successives de Windows 10 sur lui-même. Alors là, voilà, c'est la phase de migration Windows 7 vers Windows 10, donc le Big Bang de migration, ça sera la dernière fois. Et après, il y aura une évolution continue. C'est ça, en fait, le WAS, hein, le Windows as a Service. C'est l'évolution continue de l'OS qui va migrer sur lui-même. Donc le temps d'indisponibilité est beaucoup plus faible qu'une migration vraiment Windows 7 vers Windows 10. Mais c'est des choses qu'il va falloir anticiper. Donc chaque build, une release, on appelle ça une build aussi, hein, chaque build est supporté 18 mois à partir de sa date de publication. Mais il faut savoir qu'avant la date de publication, on peut bénéficier d'une version, ce qu'on appelle Beta Insider. Nico en a parlé un petit peu avant. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir télécharger cette version et pouvoir commencer à tester dans notre environnement si cette version ne posera pas de problème, notamment au travers des applications, même des drivers, des choses comme ça. Donc c'est très important d'avoir une équipe, une population, entre guillemets, testeurs chez vous. Ça va vous permettre comme ça d'anticiper un petit peu les éventuels problèmes qui pourraient y arriver. Donc en gris, c'est la phase Insider qui généralement est disponible bien en avance, mais on conseille quand même de tester 4 mois avant une éventuelle date de publication. Et ce qui est en vert derrière, le SAC, le semi-annual channel, en fait, voilà, c'est le fait de sortir tous les 6 mois une nouvelle évolution, une nouvelle build. Alors, il n'est pas tout à fait complet ce slide parce qu'il y a une autre version qui existe qui s'appelle LTSB pour Long Term Services Branch, où là, vous avez la possibilité de rester dans ce qu'on connaît aujourd'hui avec Windows 7, c'est-à-dire d'avoir une version de Windows 10 qui est figée. Donc ça, c'est uniquement disponible en version entreprise, donc ça coûte un peu plus cher. Et ça permet en fait, alors c'est principalement réservé pour des postes assez critiques, hein, qui pilotent un automate, qui sont dans des environnements industriels, qui sont dans des environnements, comment dire, dans des environnements de santé, où ça pilote des machines assez critiques et on ne peut pas se permettre comme ça de les faire évoluer régulièrement, donc ça doit rester figé. Par contre, donc ça reste figé, c'est supporté pendant 10 ans, et pendant ces 10 ans-là, vous bénéficiez des correctifs de sécurité. Mais ce n'est pas ce que recommande Microsoft pour un parc standard, un parc bureautique. Vraiment, ce que recommande Microsoft et ce que met en avant Microsoft, c'est ça, c'est le WAS, c'est pouvoir bénéficier des upgrades successifs. Donc sachez que le Starter Kit n'inclut pas nativement la montée de build. Par contre, c'est un add-on qu'on vous présentera, enfin en démo, mais on vous présentera, on vous dira à quoi ça sert, à quoi ça ressemble, qui vous permet de pouvoir faire ces montées de versions successives. Dernier point, et après je passe à la démonstration. Il y a des versions spécifiques entreprises, généralement qui sont des versions des builds du mois de septembre, qui sont aussi plus chères parce qu'elles sont dans entreprise ou éducation. Et donc du coup, celles-ci pourraient et pourront être supportées pendant 36 mois. C'est une nouveauté qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Dans tous les cas, voilà, retenez ce modèle-là. C'est vraiment le modèle de mise à jour que Microsoft met en avant aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on va passer à la démonstration. Je vais être franc avec vous, la démonstration, c'est une vidéo enregistrée. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que une démonstration, je vais vous montrer la démonstration, ça va partir d'un Windows 7 connecté en utilisateur sur un Windows 10 où l'utilisateur va se connecter, va retrouver son environnement. Et si je vous avais montré ça en conditions réelles, en fait, il y en a pour 40-45 minutes, donc on aurait été vraiment trop short pour le webinar. Donc j'ai pris le parti d'enregistrer la vidéo, d'accélérer les temps morts. Je me permettrai de faire des petites pauses de temps en temps pour vous expliquer des choses si besoin. En tous les cas, n'hésitez pas, Nico l'a dit tout à l'heure, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les dans le chat, on vous y répondra en fin de session, sans problème. Donc que ce soit des questions fonctionnelles sur le Starter Kit ou même techniques, il n'y a pas de souci. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est dans un environnement Windows 7. Mon PC, il s'appelle PC Démo. Il est joint au domaine, c'est un PC utilisateur standard. Mon utilisateur, il s'appelle Thomas Shelby. Alors pour ceux qui ont remarqué une petite anecdote avec le fond d'écran. D'ailleurs, le fond d'écran a été défini par l'utilisateur. On a un certain nombre de documents sur le bureau, on a des favoris, on a des raccourcis plutôt, on a un répertoire. Alors pourquoi je vous montre ça? Là, je me permets de faire juste une petite pause ici. C'est que ce que je veux vous montrer, c'est que sur un bureau, on peut avoir tout et n'importe quoi. On peut avoir des raccourcis, on peut avoir des documents, on peut avoir des vidéos, on peut avoir tout et n'importe quoi. Et nous, ce qu'on a pris, moi j'ai pris le parti pour ma démo de ne sauvegarder uniquement que les raccourcis. Donc là, je vous montre par exemple ici, effectivement, il a un répertoire avec des séries à l'intérieur et ça, on ne va pas le sauvegarder. Le raccourci vers mes documents, donc ça pointe vers mes documents. L'utilisateur, bah, il a des dossiers, alors j'ai fait light, hein, mais il a des documents comme tout le monde. Il a spécifié un favori dans Google Chrome, bon, bah, voilà, qui pointe sur notre site web. Donc tout ça dans le but en fait de vous montrer ce que l'on a aujourd'hui sur Windows 7. Et puis lorsqu'on arrivera sur Windows 10 avec le même utilisateur,
on va retrouver exactement la même chose. Donc ce qu'on va sauvegarder ici, que je vous explique, c'est on va sauvegarder le fond d'écran, on va sauvegarder les raccourcis qui se trouvent sur le bureau, on va sauvegarder les documents qui se trouvent dans le répertoire Mes documents, et on va sauvegarder aussi les favoris, enfin le favori qui est dans Google Chrome. Donc là, c'était pour vous présenter la partie environnement utilisateur. Donc ce qui est natif dans le Starter Kit, en fait, c'est la possibilité aux techniciens de récupérer la machine pour pouvoir migrer la machine de Windows 7 vers Windows 10. Et on verra aussi potentiellement de Windows 10 vers Windows 10, mais ça on verra après. C'est de récupérer la machine, de la mettre sur un banc d'intégration à l'IT et de démarrer la machine en réseau, en PXE, et comme ça de pouvoir initier le déploiement. Donc ça, c'est ce que je vous montrais. Sachez qu'il y a d'autres possibilités. Nico l'a un petit peu abordé tout à l'heure. On pourrait aussi, si on le voulait, proposer à l'utilisateur un raccourci sur le bureau, un raccourci quelque part, qui lui permette d'accéder à un portail libre-service, et il pourrait lui-même initier sa migration ou son déploiement vers Windows 10, sa migration Windows 7 vers Windows 10 ou sa migration Windows 10 vers Windows 10. Sachez que c'est tout à fait possible. Donc je reprends la vidéo. Là, du coup, je vais redémarrer le poste. Alors je simule le fait qu'on rapatrie le poste à l'IT et on va du coup démarrer le poste en PXE, donc sur le réseau. Donc pour ceux qui connaissent, il n'y a rien de bien méchant. On démarre le poste en PXE. Voilà, il y a juste, alors voilà, là, il y a une petite particularité pour vous expliquer. En fait, GSS, donc GSS Ghost Solution Suite, intègre la fonctionnalité PXE, bien évidemment, mais aussi un outil qui permet de faire du IPXE. Alors, IPXE, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de pouvoir charger notre image WinPE, notre environnement de pré-boot. Je m'arrête juste, je fais une petite pause ici. Notre environnement de pré-boot, on va pouvoir le charger avec un lien HTTP au lieu du TFTP qu'on rencontre des serveurs PXE. Donc l'intérêt majeur, honnêtement, c'est la vitesse de chargement de l'environnement de pré-boot. Pour ne pas vous mentir, chez certains clients, on a un gain qui est quasiment x30. Donc c'est très très appréciable, sachant que pour ceux qui font du déploiement aujourd'hui, vous n'êtes pas censé savoir que le chargement d'une image WinPE est assez lourde. Donc mon environnement se charge, WinPE, GSS fonctionne en mode client-serveur. Donc là, j'ai mon client qui se lance. Et automatiquement, lorsque mon client va se lancer ici, il va lancer la tâche qui est migration vers Windows 10 automatiquement. Et une des premières actions de cette tâche-là, ça va être, vous allez le voir, d'afficher un formulaire. Donc on affiche un formulaire. Alors ce formulaire-là, il est natif dans le Starter Kit. Donc si vous achetez notre Starter Kit, vous allez avoir ce type de formulaire. Pour information, ce formulaire, il a été développé par nos soins. Tout est customisable, c'est-à-dire que vous allez voir différents boutons, différents switches, différents onglets. On peut imaginer faire ce que l'on veut dans ce formulaire, mais ce que vous allez voir là, c'est natif, ça sera inclus dans le Starter Kit. Donc pour vous expliquer le formulaire, voilà, il y a trois onglets en haut, qui est l'onglet scénario, l'onglet information, l'onglet application. On va tous les aborder, je vais vous montrer. Dans le premier onglet, donc c'est les scénarios, où là, on va être capable de choisir quel scénario on veut faire. Donc le premier scénario, ça va être une migration Windows 7 vers Windows 10 ou une réinstallation du poste, donc Windows 10 vers Windows 10 éventuellement, avec sauvegarde de données. Donc là, c'est ce qu'on a vu juste avant. Avec l'utilisateur, on va être capable de pouvoir sauvegarder ces données. Alors la sauvegarde des données, il faudra qu'on en parle ensemble. Quand vous aurez acquis le Starter Kit, il faudra définir qu'est-ce que l'on souhaite sauvegarder. Mais en tout cas, voilà, on laisse la possibilité de pouvoir faire une migration ou une réinstallation avec sauvegarde de données. Et on a la possibilité de faire du déploiement simple sans sauvegarde, avec un poste qu'on sort du carton, ou alors un poste qui est déjà sur le parc, mais que l'on souhaite juste réinstaller sans sauvegarde. Donc tout ça, vous pourrez le faire avec le Starter Kit. Dans notre exemple, on part sur une migration Windows 7 vers Windows 10, donc je coche la première option. Ensuite, dans l'onglet Information, alors on a plusieurs choses à remplir. On a le nom de l'ancien poste et le nom du nouveau poste. Alors, dans notre cas à nous, on migre le poste sur lui-même. Le poste est en Windows 7 et on veut le migrer en Windows 10. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Moi, je mets que c'est le même nom. Par contre, on va être capable aussi, et le Starter Kit vous le permettra également, de pouvoir faire une migration d'un poste A vers un poste B. Donc, c'est-à-dire, vous souhaitez profiter de la migration vers Windows 10 pour changer le poste de l'utilisateur, pas lui mettre le même poste. Et bien là, on va être capable de le faire aussi. Dans l'ancien poste, on mettra le poste qu'il a actuellement, et dans le nouveau poste, on mettra le poste du futur qu'on va lui donner. Donc voilà, ici, voilà, c'était le petit exemple pour vous montrer que ça sera tout à fait disponible. Au niveau de la sauvegarde, ici, on va spécifier le login de notre utilisateur que l'on souhaite sauvegarder. Donc, en l'occurrence, Thomas Shelby. On a la possibilité de pouvoir faire
un backup Ghost, donc une image Ghost. C'est l'avantage de Ghost, hein, c'est que vous avez l'utilitaire Norton Ghost historique qui est fourni, mais qui marche très bien et qui continue d'évoluer. Donc si vous souhaitez, là, comme c'est notre cas, faire une migration du poste sur lui-même, que le poste est assez critique, c'est un poste VIP ou autre, vous avez prévu quand même de faire un backup de l'utilisateur, mais vous voulez quand même mettre ceinture et bretelles, et ben dans ce cas-là, on va cocher backup Ghost et comme ça, en plus du backup de l'utilisateur, on aura vraiment une image du poste. Et si jamais l'utilisateur nous rappelle ou rappelle l'IT un peu plus tard en disant ah ben ouais mais j'avais cet endroit-là, j'avais ce fichier qui était présent et je l'ai plus, on sera capable de le récupérer. Bon, en l'occurrence, on va pas faire de Ghost parce que ça prendra un peu trop de temps. On peut définir, alors voilà, tous ces champs-là aussi sont paramétrables, hein. Là, on est dans on peut imaginer qu'on est dans un contexte international où on a différents profils métiers. Donc derrière un profil métier, on peut avoir de la configuration particulière. On peut avoir, comme ce sera le cas ici, des installations d'applications particulières. Je vous montrerai que dans Bureautique, par exemple, bah moi je sais que dans Bureautique, j'ai inclus l'utilitaire VLC. Donc quand je choisis Bureautique ici, je sais que VLC va s'installer. Et je vous disais, on peut, dans un environnement de multinationale mondiale, on peut choisir, être capable de choisir différentes langues, être capable de choisir différents claviers, langues de clavier, des time zones différentes en fonction du pays vers lequel le poste est destiné. Voilà. On reviendra un peu plus tard. GSS est aussi capable de gérer du multisite, ça on pourra l'aborder par la suite. Une fois que j'ai rempli tout ça, je vais avoir mon dernier onglet qui va lister l'ensemble des applications que j'ai de disponibles. Alors ces applications-là, il faut évidemment qu'elles soient packagées dans l'outil GSS. Ça tombe bien, on vous en fournit 5 packages à définir dans le starter kit. Là, moi, pour l'exemple, j'ai choisi d'installer 7-Zip et Google Chrome. Par contre, vous voyez, VLC est disponible, mais je ne vais pas le choisir volontairement parce que je sais qu'il est présent dans mon profil métier bureautique. Une fois que j'ai fait ça, bah, je vais cliquer sur démarrer. Voilà. En cliquant sur démarrer, j'ai ici un récapitulatif des choix que j'ai fait qui s'affiche, où je vais pouvoir confirmer ou pas les choix. Si je veux faire une modif, bah, j'ai juste à cliquer sur annuler et puis je fais une modif. Si je veux continuer, je clique sur OK. Et là, mon déploiement va commencer. Et puis j'ai plus qu'à revenir. Pour ma démo, c'était 35 minutes, 40 minutes plus tard. Et mon poste est terminé. Il est en Windows 10. Il a restauré toutes les données de l'utilisateur. Et mon utilisateur est prêt à se connecter. En règle générale, une installation comme ça dépend aussi des applications que vous allez installer, parce qu'effectivement, un Office, ça prend un peu plus de temps à installer, des choses comme ça. Mais il faut compter, pour une installation assez simple, voilà, moi dans mon environnement, je vous dis, c'est en 35-40 minutes, une configuration assez simple, vous pouvez installer un OS. Après, ça peut aller beaucoup plus, ça peut être plus long en fonction de ce que vous voulez. Donc voilà, le résumé, on va cliquer sur OK. Et là, automatiquement, ma migration va commencer. Donc derrière, c'est du scripting, hein, voilà, c'est tout ce qu'on a développé en interne pour vous fournir dans le starter kit qui est fourni derrière. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, ce qui se passe, bah, on a développé aussi une interface de suivi de déploiement. Parce que c'est vrai que c'est pas le tout, quand on passe devant la machine, on ne sait pas où elle en est. Bah là, tout de suite, visuellement, vous allez pouvoir savoir où en est la migration du poste. Donc avec différentes phases, là on voit, là, la première phase, c'est la sauvegarde des données, c'est la phase 1 sur 6. Et puis pour chaque phase, on peut avoir des tâches différentes. Et puis on a un petit peu un résumé de tout ce qu'on a choisi juste avant avec le nom du poste ancien et nouveau, l'utilisateur qu'on sauvegarde, si on a choisi de faire un ghost, le profil métier, la partie regional settings, les langues qu'on a choisies, time zone. Donc là, c'est à partir de là où j'ai fait un petit peu d'accéléré pour que ça aille plus vite parce que ceux qui font du déploiement d'OS savent que voilà, la partie partitionnement, la partie déploiement de l'OS prend un petit peu de temps. Et donc là, la première chose qu'il fait, voilà, c'est la sauvegarde des données. On va voir qu'après, il va passer à l'étape 2, voilà, déploiement d'OS. Donc la première étape, c'est partitionnement du disque. Ensuite, voilà, on passe à l'étape de dépose de l'image, 1809. On fait un petit peu de configuration registre, voilà, on peut faire des choses. Et puis une fois qu'on a fini, voilà, donc là, je remets un petit peu pause, j'ai vraiment accéléré rapidement, hein. Une fois que c'est terminé, notre poste va redémarrer automatiquement en mode Windows. Donc il va quitter l'environnement de pré-boot WinPE. Il va démarrer tout seul en mode Windows. Donc là, c'est pareil, cette phase-là, je l'ai quand même bien accélérée. Dans cette phase-là, il va injecter les drivers, il va préparer le poste, il va jouer toute la partie que l'on va voir juste après, la partie OBE système, lecture du fichier de réponse, jonction au domaine, il va le faire à ce moment-là aussi. Donc voilà, donc là, j'ai bien accéléré pour se retrouver en fait sur Windows. Donc il y a un autologon qui va se faire en compte administrateur de la machine pour permettre de continuer le déploiement. Donc, est-ce que l'on va continuer dans le déploiement? Bah, tout simplement la configuration de l'OS.
que l'on va voir, hein, différentes étapes, configuration d'OS. Donc toujours pareil, la fenêtre de suivi de déploiement qui s'affiche, qui vous permet de suivre en mode Windows aussi à quelle étape on en est. Dans configuration d'OS, on est capable de monter le lecteur réseau pour aller installer des applications si elles se trouvent sur un partage réseau. Donc voilà, là vous voyez VLC par exemple, je mets une petite pause, VLC s'installe alors que je ne l'avais pas coché parce que le logiciel fait partie du profil métier bureautique. Voilà, je continue. On va avoir le 7-zip qui s'installe. Et puis on va avoir aussi normalement, si tout se passe bien, Google Chrome. Voilà, donc la version entreprise. La restauration des données utilisateurs qui se fait, donc bien pour notre utilisateur. On redémarre la machine. Et là, la machine, vous allez le voir, elle va être prête à utilisation. La migration sera terminée. Donc là, ce que je fais, je vais me connecter avec mon utilisateur Thomas Shelby, membre du domaine. Pour info, il y a un message qui s'affiche quand c'est terminé. On va le voir juste après. J'étais un peu vite, j'ai voulu me connecter un peu rapidement. J'ai pas attendu que le message s'affiche. J'aurais dû attendre que le message s'affiche avant de me connecter, mais en tout cas voilà. On peut mettre un message comme quoi le poste est terminé. Alors le message il est customisable, hein, on met ce qu'on en veut. Et donc notre utilisateur se connecte et on va voir que très rapidement, il va retrouver ces informations. Donc vous voyez que alors, ça a été rapide. Vous avez vu que par défaut, nous on avait défini chez DMI un fond d'écran. Si je reviens 2-3 secondes en avance, hop, voilà. On avait défini un fond d'écran par défaut qui est le fond d'écran DMI, qui ne correspond pas à ce que l'utilisateur avait avant, mais c'est un fond d'écran par défaut. Donc si l'utilisateur n'avait défini aucun fond d'écran, on lui aurait laissé celui-ci. Par contre, comme notre utilisateur avait défini un fond d'écran, il y a un script qui se lance à son premier démarrage et automatiquement, on lui remet le fond d'écran qu'il avait avant. Voilà, il y a un petit message qui informe que la restauration s'est terminée, avec succès. On va aller vérifier que dans la partie document, on a bien tout ce qu'on avait avant. Donc voilà, dans la partie client, on a bien le fichier qu'on avait, la partie fournisseur aussi. Sur Google Chrome, on avait un favori qui correspondait au site web DMI. Donc on l'a toujours, voilà, il a bien été récupéré. Le site web DMI fonctionne toujours, d'ailleurs j'en profite, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais été, allez-y, vous y découvrirez plein de choses. Voilà. Donc on voit effectivement donc, que tout ce que l'on avait sauvegardé, ce qu'on a voulu sauvegarder, tout est présent ici. Donc je me pause parce que la vidéo va s'arrêter, on arrive à la fin. Donc on retrouve bien les icônes que l'on avait en Windows 7, on retrouve bien les applications qu'on a voulu installer, Google Chrome, VLC. On a tout ce qu'il y a donc tous les raccourcis sont présents, tout ce qu'il y a dans Documents. Par défaut sur Windows 10, ceux qui ont commencé un petit peu à jouer avec Windows 10, on sait que par défaut, c'est le navigateur Edge qui est mis en avant. Beaucoup d'entre vous souhaitent, je pense, garder encore un petit peu Internet Explorer. Et Internet Explorer, sur les dernières versions de Windows 10, il est invisible. On le trouve nulle part à part en le recherchant dans la barre de recherche. Donc là, mon utilisateur, là, il avait Internet Explorer, donc on le récupère ici et on pourrait le mettre à tous les utilisateurs si on le voulait. Donc voilà, moi j'en ai fini pour la démonstration. On va repasser sur les slides. Merci Clément. Je pense que c'était très clair et très concis, très précis. On va bientôt passer aux questions. Je vais juste rappeler quand même les problématiques auxquelles on a répondu et auxquelles on répond avec ce dont on vous parle aujourd'hui, à savoir le Starter Kit qui s'appuie sur l'outil Symantec GSS. Donc on va être en capacité de déployer un nouveau poste Windows 10, de gérer les mises à jour Windows 10 qui vont arriver tous les 6 mois, de transformer votre parc Windows 7 en Windows 10, d'identifier, puisqu'on verra juste après des fonctionnalités que l'on a dans l'outil. On a très peu parlé de GSS, hein, vous avez compris que c'était le moteur qui était en dessous de tout ce que vous a présenté Clément, mais l'outil fait plein d'autres choses et il nous permet notamment d'identifier des machines qui ne seraient pas compatibles pour Windows 10, donc d'un parc existant. Et puis, derrière, on va répondre, si vous n'avez pas eu encore les réponses aux questions qu'on vous pose là, dois-je mener un projet de migration et quand vous l'avez compris, hein, il y a quand même urgence à démarrer cette notion de migration vers Windows 10, de par une seule chose, c'est la non-disponibilité des matériels, des nouveaux matériels pour Windows 7. Il faut absolument maintenant être capable de distribuer à vos utilisateurs des machines en Windows 10. Donc le plus Nicolas, si rapidement je me possible. permets, Oui, vas-y, je, Clément. je te coupe. Je rajouterai même en plus une contrainte qui est la fin de support Windows 7
à janvier 2020. Donc à partir de janvier C'est 2020, tous vos postes Windows 7 ne bénéficieront plus, ne recevront plus de correctifs de sécurité. c'est un élément en effet non négligeable, c'est clair. Maintenant, le nerf de la guerre, hein, vous le savez tous, c'est aussi le budget pour automatiser ces migrations. Donc on a essayé, nous, en construisant ce starter kit, de pallier aux problématiques budgétaires, parce que vous avez tous cette expérience-là de migration. On imagine tous une armée de techniciens qui intervient sur le site, ça prend des semaines, voire des mois, c'est très long, c'est très cher. Là, l'idée, c'est d'aller à l'essentiel, d'automatiser un maximum de choses et de vous proposer une solution clé en main. C'est le principe du starter kit. Donc, on va regarder après derrière ce qu'il inclut. On va rappeler ce qu'il inclut, ce starter kit. Mais c'est d'être dans un budget serré, le plus restreint possible. Donc, qu'est-ce que l'on a dans le starter kit? C'est relativement simple finalement. Vous avez vu, on vous en a parlé hein, toute la présentation. On a un produit avant toute chose qui s'appelle Symantec Ghost Solution Suite. Donc dans le starter kit, naturellement, on retrouve des licences pour ce produit. Donc des licences qui vous permettent d'utiliser ce produit. Dans les tarifications, on va en parler. Dans la tarification qui est présentée, dans le pack par défaut, il y a 100 licences qui sont incluses avec leur première année de maintenance. Après, libre à vous, si vous souhaitez souscrire les années suivantes, de prendre de la maintenance complémentaire. La maintenance, c'est l'accès aux mises à jour du produit chez l'éditeur avec les mises à jour mineures, les mises à jour majeures et le support de l'éditeur directement sur le produit. Donc on a, en fait, vous faites l'acquisition de ce produit qui va être la pierre angulaire en fait de notre travail. Après, lié à ça ou associé à ça, dans le starter kit, eh ben, il y a nativement un service d'intégration du produit dans votre environnement, donc l'installation de la plateforme GSS, puisqu'on va parler d'installer un serveur et sa base de données, donc l'installation, la configuration de la plateforme, de façon à ce qu'elle soit intégrée dans votre système d'information. Donc ça, c'est inclus dans le starter kit. Ensuite, et c'est là où il y a de l'intérêt, et c'est là où ça vous fait gagner énormément de temps et d'argent, c'est que tout ce que vous a présenté Clément, avec les écrans, avec le séquencement, avec les scripts derrière qui vont aller récupérer des variables, faire l'installation, séquencer l'installation, récupérer les drivers pour les matériels, etc. Tout ça, nous, c'est déjà construit, constitué. Donc on va vous mettre à disposition ça, puisque GSS apporte la souplesse d'être capable d'exporter et d'importer tout ce qu'on va construire à l'intérieur. Donc nous, on a travaillé en amont, on a construit des choses qui sont standardisées et on vous met à disposition, on installe les plateformes chez vous et on importe tout ce travail, tout ce que vous avez vu dans votre plateforme qui sera installé chez vous, toute la séquence d'installation, de migration de Windows 10. Donc ça, c'est inclus dans le starter kit. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore dans le starter kit? Évidemment, on va tester avec vous. On va tester ce processus et on va migrer quelques postes pour s'assurer que ça fonctionne. Et on va, dans ce process de migration, vous mettre à disposition 5 logiciels, comme vous l'avez vu, hein, Clément a expliqué, on peut par métier, etc. Donc nous, il fallait évidemment mettre des limites. On ne va pas pouvoir s'occuper dans une enveloppe très restreinte, très réduite financière, s'occuper de toutes vos applications. Pour autant, après, sur demande, dans la discussion, on pourra packager plein d'autres applications pour vous, c'est pas un problème. Mais voilà, dans le starter kit, puisque son nom l'indique, c'est un kit de démarrage, on intègre 5 logiciels qui sont télédistribuables automatiquement, silencieusement, sans intervention humaine. Donc ça fait partie aussi du starter kit. Et enfin, 2 derniers points importants, la notion de documentation de mise en œuvre. Donc c'est une documentation en français dans lequel on va retrouver toute votre configuration, le nom qu'on aura associé à votre serveur, la configuration qu'on aura appliquée, comment ça se découpe hein, dans la console GSS, tout le travail de séquencement, et puis un transfert de connaissances pour utiliser la solution. Voilà ce que l'on met à disposition dans le starter kit, voilà ce qu'est le starter kit. Et la résultante de ça, c'est ce que Clément vous a présenté juste avant, c'est tout ce séquencement automatisé avec la migration possible de vos postes. Voilà en synthèse sur le starter kit. Après, sachez que pour ceux qui sont intéressés, on peut aller plus loin, bien évidemment, puisque vous avez vu, hein, on vous met à disposition l'outil. Donc derrière, on est capable, au-delà du transfert de connaissances, de vous faire une vraie formation sur le produit Symantec Ghost Solution Suite, puisque l'outil permet de faire plein de choses. Puisque certains utilisent, ont besoin d'utiliser pour des problématiques réseau, pour des problématiques de sites très éloignés, qui ne sont pas interconnectés, ce genre de choses, de faire du déploiement par média amovible. Donc on pense souvent à la clé USB. Donc sachez que ce que vous avez vu là, en séquencement automatisé, on peut le faire
sur un média totalement amovible. Donc ça, sachez qu'on peut vous le proposer en add-on DMI. On va également en add-on être capable de vous proposer les séquences d'upgrade in place Windows 10 qui consistent à faire de la migration complètement automatisée comme ce que vous avez vu, mais plutôt que de faire de Windows 7 vers Windows 10, là ça sera la gestion des montées de build. L'outil permet de le faire, encore une fois, la séquence d'upgrade, c'est le fait de vous fournir tout le contenu dans GSS déjà préconfiguré que vous n'avez plus qu'à importer, qui vous permettra de faire les montées de version automatisées avec les formulaires, etc. L'import des pilotes de nouveaux matériels. Donc, dans le cadre du Starter Kit, on va gérer on va vous mettre à disposition une bibliothèque de matériel, une bibliothèque de drivers qui couvre déjà une grande partie du parc entreprise qu'on retrouve dans la majorité des entreprises du matériel, que ce soit des portables, des ordinateurs fixes. Maintenant, vous avez peut-être des ordinateurs qui sortent un peu de l'ordinaire et donc pour lesquels ces modèles ne sont pas pris en charge dans le Starter Kit. Donc, à ce moment-là, en add-on, il faudra souscrire au fait d'intégrer des nouveaux drivers. Vous verrez, c'est relativement simple techniquement, donc on peut le faire ensemble. Vous pouvez souscrire un ou deux matériels, puis après vous pouvez être capable de le faire par vous-même. Ça consiste à venir injecter des drivers dans des répertoires sur le serveur, c'est pas trop compliqué. Et enfin, des rapports personnalisés. Il y a des rapports qui sont disponibles dans la solution. On verra que si vous souhaitez aller plus loin, avoir des beaux, ce qu'on appelle des dashboards de façon web avec des beaux graphes, etc. Ça, on peut vous le faire à la demande en fonction de vos attentes et de vos besoins. Clément va reprendre un tout petit peu la main pour vous expliquer très brièvement, puisqu'on a parlé de l'outil comme un moyen finalement, mais n'étant pas une fin en soi, puisque la fin en soi c'est quand même de migrer votre parc. Mais sachez que comme vous l'avez vu dans le Starter Kit, on vous met à disposition un outil. L'outil, il va servir pour faire cette migration, mais après, il sera installé sur votre parc et vous aurez des agents sur vos postes de travail si vous souhaitez laisser des agents, bien évidemment. Donc, pourquoi ne pas continuer à utiliser après cet outil? Parce que cet outil, on aura peut-être les questions tout à l'heure, mais contrairement à ses homologues et néanmoins concurrents produits comme je pense à Microsoft MDT, Microsoft Deployment Toolkit, qui lui est un outil gratuit, mais qui n'intègre pas d'agent résident, Symantec GSS intègre un agent qui va nous permettre d'assurer des fonctionnalités de gestion de parc. On n'est plus en déploiement, on est en gestion après une fois que le poste est en production. Et là, c'est très important. On ne peut pas faire, si je continue à parler de MDT, on ne va pas faire de l'upgrade in place, de la montée de build avec MDT. C'est un outil de déploiement initial. Par contre, avec GSS, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de limite. Après, vous pouvez distribuer tout ce que vous voulez, des scripts, des applications, etc., etc. Clément, tu peux nous dire Ouais, très rapidement bah, les fonctionnalités que couvre GSS aujourd'hui? c'est vrai que tu as bien résumé, Nicolas. En effet, c'est la grosse différence majeure hein, avec l'outil gratuit MDT, pour ne pas le citer encore une fois. GSS, c'est un vrai ordonnanceur de tâches. Donc, je vais vous lister un petit peu toutes les fonctionnalités qui sont disponibles nativement dans l'outil. Vous allez acquérir le Starter Kit. Vous allez bénéficier nativement de ces fonctionnalités-là. Donc, on a des fonctionnalités d'inventaire, que ce soit matériel ou logiciel. On peut faire de la télédistribution logicielle à la demande avec GSS. Donc voilà, vous packagez une application, Office, n'importe quoi, vous allez pouvoir l'envoyer sur vos postes distants. L'exécution de script, du batch, du VBS, du PowerShell, alors là on parle uniquement de l'écosystème Windows, mais on est aussi capable avec GSS de pouvoir gérer du Linux et du Mac. Donc là voilà, l'écosystème Windows, on va gérer des scripts de manière contextuelle, hein, l'exécution contextuelle, que ce soit en compte système, en compte utilisateur connecté, ou alors avec un compte particulier. Donc on peut faire vraiment, tous ceux qui connaissent, je ne sais pas s'il y a des administrateurs système parmi nous, des ingé système, on connaît l'outil PS exec. Vraiment là, Ghost Solution Suite, ça va beaucoup plus loin. On peut faire beaucoup plus que ça et de manière graphique. Évidemment, on va pouvoir faire de l'imagerie, du déploiement, de la migration d'OS. Ça, c'est l'objet du Starter Kit. Backup migration de profil utilisateur. Voilà, c'est pareil. Hein. GSS permet également de faire de la configuration de Windows à distance. Si vous souhaitez, je ne sais pas, pour X raison, modifier une adresse IP, joindre ou changer le domaine d'un poste, ajouter un compte utilisateur local, ajouter un utilisateur membre du groupe administrateur local. Tout ça, vous pouvez le faire nativement dans l'outil. Du backup et de la restauration de registres, ça peut être utile dans certains cas. On va jouer aussi sur l'alimentation à distance, pouvoir démarrer les postes à distance, faire du wake on LAN. Donc là, typiquement, hein, pour une migration in-place upgrade, donc c'est-à-dire migrer Windows 10 d'une build à l'autre, sans que l'utilisateur soit là, on pourrait imaginer faire ça un week-end, redémarrer les postes, migrer la machine le week-end, l'utilisateur arrive le lundi, son poste, il est à jour. On pourrait imaginer le faire. On peut faire du reboot, du shutdown, le log off aussi.
On est capable de faire de la copie de fichiers, de répertoire à distance. Bah, bref, toutes les tâches qui sont un peu communes, qui sont récurrentes pour des admin systèmes, pour des ingé systèmes, même pour des gestionnaires de parcs informatiques, tout ça, c'est natif dans l'outil, vous pouvez le faire. Donc vraiment, GSS, ça s'est séparé, mais qu'est-ce que c'est GSS exactement? C'est un ordonnanceur et un séquenceur de tâches. Et ça va très loin parce qu'on peut jouer sur les conditions, on peut jouer sur des codes de retour personnalisés pour aiguiller notre séquencement. Ça va très 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 loin. Si vous voulez une démo complémentaire du produit, on peut vous en faire, il n'y a aucun souci, mais c'est vraiment un produit super et on peut faire beaucoup beaucoup de choses avec. Deux points complémentaires, on en a parlé. Le PXE, bah, GSS intègre un serveur PXE. Et en plus, la fonctionnalité IPXE que je vous ai parlé, qui permet de faire du boot, de charger l'image WinPE en mode HTTP. Et aussi, j'en ai un petit peu parlé, GSS est capable de gérer des environnements multisites. Donc on va pouvoir, à condition de répliquer les sources sur différents sites, on va être capable de pouvoir migrer des postes à distance en ayant l'intelligence, toute l'intelligence sur le site central. Donc voilà, GSS, même on peut avoir des serveurs relais PXE, donc dans des VLAN ou dans des sous-réseaux particuliers. On peut imaginer faire ça, avoir des relais PXE qui vont initier le boot, et après toute l'intelligence et tout le séquencement sera piloté de manière centralisée avec le serveur GSS. C'est vraiment, on vous met à disposition l'outil, on s'en sert nous du coup dans le Starter Kit pour faire la migration Windows 7, mais c'est un vrai outil de gestion de parc au quotidien. Si vous acquérez, pardon, je vais y arriver. Si vous achetez l'outil en gros, eh ben, vous pouvez être sûr que vous en servirez tous les jours. Merci Clément, merci pour ces informations complémentaires. Donc on arrive à la fin de notre présentation. On a, pendant que tu parlais Clément et pendant ta démonstration, on a déjà eu quelques questions, même pas mal de questions dans le chat. Donc on va commencer à les évoquer. N'hésitez pas, il y a peut-être des choses qui vont vous revenir là. Donc c'est le moment. On a encore un petit peu de temps, donc on va aborder toutes ces questions et y répondre les unes après les autres. Il n'y a pas de questions tabous. Et puis j'espère surtout qu'on aura suscité l'intérêt sur cette approche. Allons-y. Alors, première question. Le Starter Kit inclut-il des licences du produit Symantec Ghost? Ça, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc oui, il y a aujourd'hui dans la tarification qui vous est présentée, il y a bien 100 licences qui sont incluses. Après, voilà, vous avez peut-être plus de postes. Donc après, dans le cadre, si certains sont intéressés, veulent aller plus loin, vous avez nos coordonnées. On reprendra également sûrement contact avec vous dans les jours qui viennent. Donc on pourra faire un devis sur mesure en fonction de votre périmètre. Clément, tu as des questions techniques aussi de ton côté, je crois. Oui, exactement. Il y en a quelques-unes. Il y en a deux qui se suivent, qui sont assez, voilà. Donc, est-ce que le principe de migration fonctionne également lors d'un changement de poste? Évidemment. Ouais, on peut. Ça, je l'ai abordé dans la vidéo, dans la démonstration. On peut en profiter pour changer de machine à l'utilisateur en sauvegardant ses données. Il n'y a pas de souci. Et la deuxième question qui est un peu liée, c'est est-ce qu'on peut en profiter pour renommer le poste avec un autre nom? Oui, on peut le faire aussi. Vous avez vu dans le formulaire, le nom que l'on va donner à la machine, ça sera le nom qu'elle aura définitivement, donc on peut mettre le nom que l'on veut. Si on veut migrer un poste qui s'appelle Toto vers un poste qui s'appelle Tonton, ça on peut le faire, il n'y a pas de souci. Ok, question suivante, le Starter Kit inclut-il les licences Microsoft pour les postes de travail? Donc la réponse est non. Aujourd'hui, on va gérer l'outillage et le processus de déploiement ou de migration. Par contre, aujourd'hui, dans le Starter Kit, on ne vous fournit pas les licences système d'exploitation ou autres outils nécessaires Microsoft si vous avez besoin d'outils Microsoft. C'est pas prévu dans la tarification. Moi j'ai une question au niveau de l'Active Directory. Quid de l'enregistrement du poste dans Active Directory? Alors, j'en ai parlé aussi. Le poste est automatiquement joint à l'Active Directory, au domaine Active Directory. Donc ça, on le fait avec le fichier de réponse Windows 10. Donc en fonction de votre domaine, on peut aussi automatiquement joindre le poste et le positionner dans une OU particulière. Et en fonction de votre configuration actuelle, si le poste existe déjà sur Windows 7 dans l'Active Directory, on peut aussi le migrer directement au Windows 10 et la machine, on n'a pas besoin de la recréer manuellement dans l'Active Directory, elle va se joindre toute seule.
Ok, encore une autre question. Dans le starter kit, on fait de la gestion de machines indépendant du matériel, enfin le déploiement indépendant du matériel. Est-ce que cela va fonctionner avec mes modèles de machines? Alors pour y répondre, Clément, j'apporte une réponse, mais tu me corriges si je dis des bêtises. Donc dans le starter kit, nous, on apporte une bibliothèque de drivers qui est déjà assez conséquente, hein, de par nos expériences de projets précédents. Après, si jamais donc, on publie, on mettra à disposition, pour ceux qui le souhaitent, la liste des matériels pris en charge. Après, si des modèles ne sont pas pris en charge, on est dans une démarche de récupération et d'intégration des drivers de nouveaux matériels dans la bibliothèque. Donc ça, c'est pas très compliqué à faire. Vous pourrez même acquérir l'autonomie pour le faire. Mais si vous souhaitez qu'on le fasse pour vous, oui, on pourra et on le gérera dans le cadre de la rédaction du plan de travail et de la proposition commerciale. Il n'y a aucun problème pour ajouter des drivers complémentaires. Ça n'est que de la bibliothèque de drivers. Donc il n'y a pas de contraintes techniques particulières. Moi, j'ai une question qui concerne du coup les images Ghost. Est-ce qu'on est capable de préparer un post à partir d'une image Ghost? Alors, bah, tout à fait. Ghost Solution Suite, c'est un produit qui intègre nativement l'utilitaire Ghost, hein, évidemment. Si vous avez déjà des images GHO aujourd'hui au format GHO, bah, on peut les distribuer à travers Ghost Solution Suite, même à travers le Starter Kit, hein, il n'y aurait pas de souci à ce niveau-là. Juste pour vous préciser, dans la démo, ce qu'on a fait dans la démonstration, c'est une image WIM Microsoft native que l'on déploie. Donc on l'a fait avec ça, mais on peut gérer n'importe quel type d'image. Les images Ghost sont totalement supportées, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai encore des machines en Windows XP. Est-ce que je pourrais les migrer avec le Starter Kit? Alors là, je botte en touche. Je vais laisser Clément répondre. Clément, tu peux nous apporter... Alors la réponse est oui, on va pouvoir migrer les machines XP vers Windows 10 avec le Starter Kit. Par contre, il y aura quelques ajustements à faire de notre côté, hein, parce que nous, on a vraiment développé le Starter Kit pour une migration Windows 7 à Windows 10. Mais techniquement, on serait capable de migrer un poste XP vers un poste Windows 10 avec le Starter Kit. Oui. Ok. J'ai une autre question. Faut-il installer un serveur pour installer le Starter Kit? Alors oui, il faut un serveur, il faut une infrastructure. Alors c'est vraiment très très léger. Il faut donc un serveur qui va héberger la solution Ghost Solution Suite. Et il faut une base de données. Alors la base de données, ça peut être un SQL Server Express, donc là gratuit, qui peut être hébergé sur le même serveur que la solution GSS. Donc là, ça va dépendre aussi un petit peu de la volumétrie de votre parc, hein. Si vous avez 500, 1000, 1500 machines, ça pourrait aller. On pourrait utiliser un serveur SQL Express. Au-delà, il faudra commencer à se poser des questions. Mais en tout cas, voilà, le serveur, il faut principalement un serveur pour héberger la solution et une base de données. Ok, alors après moi j'ai des questions, on y a déjà répondu tout à l'heure, hein, sur les principales différences entre le Starter Kit et l'outil MDT. Alors là pour faire simple, je vais juste en redire deux mots. Cette partie, enfin l'outil MDT, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Microsoft Deployment Toolkit, qui est un utilitaire, pas un outil, mais un utilitaire gratuit fourni par Microsoft. C'est un outil de déploiement initial. Pour bien comparer les choses, l'outil GSS qui est dans le Starter Kit, lui est un outil de déploiement mais aussi de gestion, c'est-à-dire que vous avez la capacité d'intégrer sur vos postes un agent résident qui tourne en compte local system en tant que service derrière et qui vous permet de faire des actions une fois que votre poste est en parc. Donc il y a le déploiement initial sur lequel là on va gérer et on va faire tout ce que vous a montré Clément, hein, en migration, en déploiement initial, mais derrière on va aussi, comme on a un agent résident sur le poste, on va faire toutes les actions une fois que vos postes sont en production, sur le parc en production. Et une des actions qui est primordiale, si vous avez suivi depuis le début, c'est la partie migration en mode WAS, c'est-à-dire migration régulière de la partie build Windows 10. Donc tous les 6 mois ou tous les 12 ou tous les 18 mois en fonction de votre cadence, vous pourrez faire les montées de build. Ce que vous ne pouvez pas faire avec un MDT, il faut ramener vos PC sur le parc, sur le banc de déploiement. Là, vous pouvez gérer directement avec GSS en parc directement. Ouais. Alors on a beaucoup de questions qui arrivent. Je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes, mais on prendra le temps après ce webinaire, hein, de vous y répondre individuellement. N'ayez crainte. Je vais quand même en reprendre quelques-unes.
Il y en a vraiment beaucoup. Est-ce que GSS intègre-t-il des fonctions de prise en main à distance du poste ou un module de patch management? Alors non, GSS n'intègre pas de fonction de prise en main à distance. Toutefois, on peut le coupler avec d'autres produits qui existent, même des produits gratuits du type VLC ou des choses comme ça, parce que on vous a pas montré la console GSS, hein, mais dans la console GSS, quand vous allez faire un clic droit sur une machine, on peut rajouter des entrées qui vont pointer sur votre outil de prise en main à distance. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et le patch management, alors le patch management, c'est quelque chose qui n'est pas inclus dans GSS et qui n'est pas prévu à la roadmap, non. Ok, allez, ce que je propose, c'est qu'on fasse une dernière question, Clément, une dernière question technique, et ne vous inquiétez pas, comme vous l'a dit Clément, parce que là, on va dépasser l'horaire qui était prévu. On vous répondra individuellement, hein. On a vos questions, on a le nom des personnes qui ont posé les questions, donc on vous recontactera pour répondre à vos questions. Donc ne vous inquiétez pas si on les a pas abordées. Clément, tu as une dernière question Oui, technique? alors j'en ai des très rapides. Est-ce qu'un serveur virtuel peut suffire? Évidemment, vous pouvez héberger la solution GSS sur un serveur virtuel, il n'y a aucun problème. Après, j'ai une question du coup sur le patch management. Est-ce que on est bien d'accord que WSUS pourra distribuer les mises à jour de build? Oui, GSS peut distribuer des mises à jour de build. Par contre, on vous le recommande pas parce que vous n'allez pas pouvoir gérer le moment de l'installation de cette build. Donc, nous, on préfère que ce soit maîtrisé. Donc ça, avec l'outil GSS, on peut le maîtriser. Ok, donc si j'ai bien compris, Clément, ce que tu viens de dire, c'est WSUS, c'est le moteur de patch qui est fourni par Microsoft, qui permet lui de faire du patch et potentiellement des mises à jour de build, mais non maîtrisées en termes de quand ça descend, de gestion de bande passante, ce genre de choses. Tandis que si on le fait avec GSS, là on va pouvoir définir, planifier, gérer, séparer le téléchargement des sources de la phase d'installation, etc., etc. C'est bien ce que tu viens de Exactement. dire. Ok. Exactement, ouais. Et je Bon, finirai par dire, on a quelques oui. questions qui ne sont pas du tout techniques, qui nous demandent si une rediffusion ou un enregistrement est prévu. Évidemment, on va enregistrer, ce webinaire a été enregistré, on vous le mettra à disposition pour que vous puissiez le revoir ou le distribuer à des personnes manquantes. À ce sujet d'ailleurs, toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, on vous remercie de nous avoir consacré tout votre temps. Vous allez recevoir un mail avec le lien pour pouvoir revisualiser ce webinaire, et puis on vous recontactera par mail ou par téléphone à l'issue du webinaire. Et surtout, vous avez dans la vidéo, vous avez aussi nos coordonnées puisqu'on les a diffusées, nos adresses mail, nos numéros de téléphone à Clément et à moi-même. Donc n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter, il n'y a aucun problème, on se rendra disponible pour vous. Voilà, on serait bien resté avec vous. Malheureusement, on doit respecter le timing, donc on va couper pour aujourd'hui. On espère vous revoir. On refera d'autres webinaires dans le même style avec d'autres thématiques. Donc on vous conviera et on espère qu'on aura répondu et soulevé plein d'interrogations et plein de réponses également à vos interrogations. Donc en tout cas, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés, d'être restés jusqu'au bout avec nous, et puis à très bientôt. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne journée.